vous menez en ce moment des travaux de recherche, puis pas qu'en ce moment, depuis un certain moment, des travaux de recherche sur l'engagement, en lien notamment avec les équipes de R&D de performance. Et en ce moment, sur ce sujet précisément, vous avez soumis 2 articles à publication dans des revues scientifiques américaines, dont le Psychological Assessment Review, qui est doté, paraît-il, d'un impact factor très fort, c'est ce qu'on m'a dit. Donc je me suis renseignée, et c'est pas le journal de Mickey ma source. Hein. Vous intervenez également régulièrement comme expert auprès de différents cabinets de conseil en organisation, et on vous a sollicité aujourd'hui parce qu'il nous paraissait intéressant de partager avec vous tous, durant cette journée, votre point de vue sur l'exemplarité proximale, qui est selon vous un antécédent indispensable à l'engagement des collaborateurs. Donc la question qui vous est posée, et que vous allez être obligé finalement, mais je sais que vous allez faire ça avec beaucoup de bonheur, c'est qu'est-ce que l'exemplarité proximale pour engager les collaborateurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, après une présentation comme celle-là, évidemment, il faut vous attendre à vous ennuyer ferme, parce que, évidemment, c'est pas joyeux, la science, comme chacun sait. Alors, rassurez-vous, je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer. Je vais simplement, dans cette communication, rentrer un petit peu dans la mécanique des choses, hein, c'est-à-dire, au fond, essayer de montrer d'où viennent un peu ces notions d'engagement, de confiance. Je pense qu'on y a fait allusion ici et là. Et comment est-ce que nous autres, finalement, on développe des recherches pour essayer de comprendre quelle est l'origine de ce comportement curieux qui consiste à s'engager dans une entreprise, dans une organisation, dans une équipe de foot, etc., à y trouver du plaisir, à vouloir y rester, etc. Donc ce sont des choses qu'on étudie effectivement depuis fort longtemps et qui ne cessent d'interroger les chercheurs. C'est parfois très complexe, et puis il faut aussi bien prendre en considération une chose, c'est que nous travaillons dans l'humain, vous le savez tous ici, et ce qui caractérise l'humain, c'est que précisément c'est complexe. Je sais que j'ai des amis qui sont ingénieurs qui fabriquent des pneus. Bon, ils fabriquent des pneus, et pour fabriquer des pneus, il faut à peu près 578 paramètres qui relèvent de la physique simple, de la résistance des matériaux, l'aérodynamique, etc. Donc c'est extrêmement complexe, ils croisent l'ensemble de ces processus, de ces résultats, de ces paramètres scientifiques, pour faire des pneus. Bon. Alors, il est évident que quand on parle de complexité humaine, on est déjà à un niveau au-dessus du pneu. Et par conséquent, on est obligé, là aussi, de faire des recherches qui tiennent compte de paramètres relativement complexes. Et donc, excusez-nous si nos résultats, parfois, tardent à venir. C'est que, justement, les gens évoluent et nous avons parfois des délais pour publier, etc., qui sont en contradiction avec la complexité des recherches auxquelles nous sommes confrontés. Bon. Ça, je parle de ma chapelle, là, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous dire que c'est parfois dur de faire de la recherche dans ce domaine. Alors, donc, je disais, on va rentrer un peu dans la mécanique des choses, c'est-à-dire, au fond, j'essaie de vous montrer que l'engagement, on ne s'engage pas vers la performance, notamment, par décret. C'est pas comme ça. Il y a des antécédents, effectivement. Il y a un certain nombre de processus qui doivent être présents, qui doivent être amorcés, qui doivent être solidifiés, qui doivent être consolidés au fur et à mesure des interactions que le manager entreprend avec son équipe de travail et qui, si possible, que cette action du manager soit bien épaulée, on va dire, soit bien orchestrée par l'organisation dans son ensemble et notamment par l'équipe dirigeante. Alors, en ce qui concerne donc les antécédents de l'engagement, je vais présenter précisément un concept qui est assez nouveau, bien qu'il soit assez connu dans la littérature scientifique, notamment nord-américaine. C'est celui d'exemplarité. Les Américains appellent ça l'intégrité comportementale, behavioral integrity. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement... C'était défini par les Américains comme étant la capacité d'un manager à appliquer dans son comportement les beaux principes qu'il défend verbalement. C'est tout bête.
Donc je proclame qu'il est important d'être honnête, d'être serviable, d'être à l'écoute, etc. Et je dois me comporter de cette manière. Voilà. Alors, c'est un concept assez large, assez flou, qui n'a pas donné lieu à des mesures bien spécifiques. Tout ce qu'on sait, c'est que ce concept, tel qu'il est utilisé dans la littérature scientifique, a d'excellents effets sur la confiance. Les gens je parle des managers, qui se comportent de cette manière-là, de manière intègre, hein, au sens où ils appliquent les beaux principes qu'ils défendent, eh bien, développent de la confiance chez leurs employés. Ce qui manquait à ce contexte, c'est finalement un équipement scientifique et surtout une mesure valide qui permette de mesurer chez les individus, c'est-à-dire chez les managers. Et il réclamait également des petits ajustements conceptuels, c'est-à-dire qu'on le définisse un peu mieux que ce qu'il était jusque-là. Autrement dit, c'est un travail assez important auquel je me suis attelé il y a quelques années et j'ai reconceptualisé cette notion d'exemplarité managériale et j'ai fait la connaissance donc de la responsable du service de recherche et développement performance et avec elle on a validé un instrument qui permet de mesurer donc cette fameuse exemplarité telle qu'on l'a reconceptualisée et qui va faire l'objet d'une grosse publication. Alors, avant de vous présenter cet outil, je vais vous présenter donc les antécédents donc, connus je reviens à mon sujet, de l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme des antécédents? Pour quelles raisons est-ce qu'on s'engage? Alors, la littérature nous dit qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles on s'engage. La première, on appelle ça l'engagement affectif, c'est lorsque je trouve dans l'organisation dans laquelle je travaille, finalement, des valeurs qui sont véhiculées par l'ensemble de mes collègues, par l'entreprise, qui correspondent aux miennes. C'est-à-dire que, finalement, cette entreprise manie en quelque sorte une forme d'éthique naturelle, spontanée, dans les relations interpersonnelles qui me conviennent. Je m'y retrouve. Je me sens un peu comme chez moi. C'est-à-dire que, non pas comme chez moi, cuisine, salle de bain, etc. Non. C'est-à-dire que je sens une espèce de voisinage, de proximité psychologique et surtout morale avec l'entreprise. Et vous verrez que c'est important parce que cette idée d'être en harmonie avec finalement les principes et les valeurs d'une entreprise, telles qu'elles sont pratiquées au quotidien, c'est quelque chose de très important. On appelle ça l'engagement affectif et il a une valeur prédictive sur l'engagement qui est très, 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 très importante. Deuxième type d'engagement, on appelle ça un engagement calculé. C'est, au fond, je m'engage dans une organisation, tout simplement parce que quand je regarde autour de moi, la conjoncture n'est pas fameuse. J'ai placé mes enfants, l'école juste à côté de ma boîte, ma femme ne travaille pas loin. Le fait de changer d'organisation est trop coûteux pour moi, donc je vais rester dans cette organisation et j'attends une opportunité éventuelle pour pouvoir partir. Il suffit de vous dire que cette forme d'engagement est assez peu prédictive de quelque chose à long terme. Vous savez que l'engagement, tel qu'on le mesure aujourd'hui, c'est un outil indispensable pour, si vous cherchez par exemple à fidéliser des bons éléments dans votre entreprise. C'est une des bases qui permet de prédire finalement le turnover et ça permet de développer des politiques, surtout au sein de l'organisation, de véritable fidélisation des bons éléments dans l'entreprise. L'engagement affectif est un très bon élément à prendre en considération. Enfin, le dernier engagement, c'est ce qu'on appelle l'engagement normatif. Alors l'engagement normatif, c'est j'ai été recruté quand même par des gens qui étaient bien, qui m'ont accordé leur confiance, qui m'ont fait confiance, je ne peux pas les trahir comme ça en partant. Donc je me sens un peu moralement engagé à l'égard de l'entreprise, c'est la raison pour laquelle je resterai. 3 formes d'engagement. Alors cette dernière forme d'engagement est beaucoup plus ambiguë, vous l'avez compris, c'est pas un engagement très solide parce que justement les raisons morales qu'on peut mettre en avant à un moment peuvent être différentes à un autre moment, enfin, etc. Donc l'engagement le plus fort, c'est l'engagement affectif. Alors du coup, cet engagement affectif, on peut se poser la question, mais d'où vient cet engagement affectif? Deuxième question. Eh bien, vous allez voir qu'il y a 2 ingrédients précis retenus dans la littérature. Alors, quand je vous parle de la littérature. Bon, certains d'entre vous ont dû faire des études, certainement, de sciences humaines, certains d'entre vous. Donc, peut-être ça leur dit quelque chose. Quand on parle de littérature, on ne parle pas de littérature comme le roman,
les pièces de théâtre, on parle de littérature scientifique. C'est un terme bon, simplement consacré. Donc dans la littérature scientifique, qu'est-ce qu'on nous dit? Les recherches empiriques, c'est-à-dire qui prennent en considération énormément de gens qu'on va enquêter, sur lesquels on va poser plein de questions de manière réitérée, etc. Eh bien, on s'aperçoit que ce qui est antérieur à l'engagement, c'est deux structures, deux aspects, deux phénomènes psychologiques. C'est d'une part les perceptions de justice et, comme on le verra tout à l'heure, l'exemplarité, qui, du fait précisément que l'exemplarité va créer la confiance, et vous comprendrez très vite pourquoi quand j'entrerai plus dans le détail de l'exemplarité, et la justice perçue. Alors, la justice perçue, attention, qu'est-ce qu'on étudie classiquement dans la justice perçue au sein des organisations? Ça n'a rien à voir avec la justice au sens de la justice civile et pénale ou la morale ou des choses comme ça. Non, c'est la justice subjective. C'est ce que vous ressentez comme étant juste. Ah, c'est juste, ah, c'est pas juste. Vous voyez, dans la vie quotidienne, quand il vous arrive quelque chose et vous dites, mais c'est pas juste, quoi. Or, beaucoup de recherches très importantes, alors ça c'est une avenue dans les recherches anglo-américaines, françaises, européennes, etc. Une avenue énorme de recherches très importantes ont été faites dans ce domaine, et on a pu distinguer trois formes de justice. Trois formes qui sont très opérantes. La première, c'est ce qu'on appelle la justice distributive, c'est j'évalue finalement ce que je reçois de l'entreprise en fonction de ce que je donne. Hein, et je fais comme une espèce de petit ratio dans ma tête, hein, je me dis est-ce que c'est équilibré ou pas, et toujours comparativement avec un collègue qui est à peu près dans la même position que moi. C'est-à-dire que c'est très important pour un manager de le savoir, c'est-à-dire qu'on n'est jamais dans un vide social. Hein, quand les gens évaluent ce qu'ils reçoivent, c'est toujours comparativement. Il y a un phénomène de comparaison sociale immédiat. Oui, mais lui, si moi, par exemple, je suis au milieu universitaire, hein, je suis étudiant, je reçois un petit 12 alors que j'ai énormément travaillé. Je me dis, ok, c'est pas terrible, c'est pas bien payé. Donc je vais voir un peu combien a eu mon petit camarade qui, lui, dont je sais qu'il n'a strictement rien fait. Mais rien, il n'a pas travaillé du tout. Si je m'aperçois qu'il a eu 14, le petit 12 pour lequel j'étais pas très content, là ça va se transformer en colère parce que je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Il y a un problème du côté du notateur. En revanche, s'il a eu un petit 8 ou un petit 7, alors là, ok, tout va bien. Vous voyez, donc le phénomène de comparaison, il est partout. Donc il est très important, y compris dans la justice distributive. La justice procédurale, comme vous le savez, vous savez, dans les organisations, hein, tous les jours on prend des décisions. Attribuer un bureau, une place de parking, mon bureau est bien éclairé, oh, il est lumineux, etc. Mon collègue à côté, c'est pourri, ça donne sur la cour, etc. Des décisions comme ça, il y en a à foison dans les organisations. À foison. Qu'est-ce que c'est que la justice procédurale? C'est le processus par lequel la décision a été prise. Est-ce que le processus par lequel la décision a été prise est juste? Autrement dit, est-ce que les gens qui ont pris en haut la décision d'attribuer le bureau à Tartampion plutôt qu'à moi suivent une procédure qui me paraît correcte, c'est-à-dire qu'on tient compte de tous les critères, etc. Pareil pour les promotions, n'en parlons pas, les bonus, etc., les primes. Donc le processus décisionnel est examiné à la loupe par les employés. À la loupe. Pourquoi ai-je reçu ce bonus, ou plutôt ce minuscule petit bonus, alors que lui, qui est vraiment, n'en parlons pas, a reçu un bonus bien supérieur au mien? C'est, encore une fois, le processus de comparaison sociale qui va intervenir, qui va amener les gens à accepter ou à refuser la décision. Et si on n'est pas assez vigilant sur le process qui mène à la prise de décision, en termes de justice, là, on s'attend à de sérieux ennuis. Beaucoup de recherches pour montrer ça. Enfin, dernier aspect, la justice interactionnelle. La justice interactionnelle, c'est la justice des relations interpersonnelles entre le manager et son employé. C'est celle de tous les jours. C'est bonjour, la politesse, on va dire la reconnaissance. Il y a des aspects reconnaissance dans la justice interactionnelle. Et la justice interactionnelle, c'est ce qui va parfois déclencher de véritables petits séismes au sein des organisations. Un manager qui ne sait pas exprimer de manière courtoise ses intentions ou ses exigences, ou qui traitera de manière froide, distante, sans ménagement ses employés. Donc ça concerne tous ces aspects-là relationnels entre le manager, l'autorité et l'employé. Alors,
le deuxième antécédent, qui va déterminer l'engagement, c'est donc l'exemplarité. Alors nous l'avons reformulé de la manière suivante. La capacité d'un responsable hiérarchique à mettre en œuvre à titre personnel les demandes qu'il formule aux employés placés directement sous sa responsabilité. Bon, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais si vous voulez, c'est qu'on était parti, vous vous en souvenez, je vous le disais tout à l'heure, les Américains parlaient d'intégrité comportementale. C'est le manager qui crie, qui clame bien haut et bien fort, il faut être généreux, il faut être bon, il faut être... Vous savez, les belles chartes éthiques dans les entreprises, nous sommes intègres, nous sommes ceci, nous sommes cela, et donc le manager n'avait qu'à être lui-même intègre, être ceci et de cela. Beaucoup d'études ont montré que parfois il existait une discontinuité entre ce que proclament les valeurs éthiques proclamées bien haut par les managers et d'abord les valeurs personnelles véhiculées par les employés et également une discontinuité entre précisément les intentions proclamées des managers et leur comportement effectif. Donc finalement il y avait un problème de ce côté-là. D'autre part, on sait très bien, et ça c'est encore une fois la littérature qui nous le dit, que là où on mesure le plus grand impact sur les comportements individuels dans l'organisation, c'est au niveau proche, c'est-à-dire au niveau, ce que on appelle proximal, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là qu'on crée la confiance. C'est dans une relation dyadique, finalement. Chaque manager qui a une autorité managériale, une équipe, sous sa responsabilité, je le sais, il le sent. C'est très bien que ce n'est pas son titre de grand chef qui va engager immédiatement l'équipe à le suivre de manière aveugle. C'est aussi parce que ses qualités personnelles vont jouer énormément. Ça, on l'a vu tout à l'heure avec les équipes de foot, c'est pour ça que je posais la question. Enfin, bon, bref. Et c'est bien sa sensibilité qui est en jeu dans cette affaire-là. Et on sait très bien que des employés qui voient en période de crise un manager qui a de plus en plus d'exigences à son égard, et y compris celle de serrer un peu plus la ceinture, à renoncer à des petits avantages, parce qu'il le faut, parce que c'est la crise, et qui lui-même, bon, on prend un peu à son aise par rapport à ces affaires-là, il est évident qu'il perd toute crédibilité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça, l'exemplarité proximale, telle que nous l'avons redéfinie. Autrement dit, cette capacité, dans la relation proximale, à mettre en œuvre les exigences qu'on a à l'égard des autres. Si j'ai une exigence forte en matière d'efficacité, en matière de réactivité, en matière de réponse urgente à des problèmes, à des demandes, il faut que je me l'applique à moi-même. Donc, ça paraît évident, c'est simple, tout le monde le sent, si vous voulez, c'est frappé au coin du bon sens, vous me direz, mais c'est quand même quelque chose qu'on perd souvent de vue. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, en particulier pour créer l'adhésion, pour montrer que la charge de travail est également répartie, qu'il y a une répartition équitable et que le manager ne s'oublie pas dans cette répartition équitable de la tâche de travail, de ses exigences. Donc la reformulation que nous avons faite, ce beau concept d'exemplarité, c'est d'une part de prendre en considération le niveau proximal des comportements, c'est-à-dire la proximité entre un responsable et son subordonné, et deuxièmement, le contexte normatif, c'est-à-dire les demandes, les exigences, c'est-à-dire la dimension hiérarchique finalement. Le manager a des exigences, c'est ce qu'il définit. Il demande des choses, il a une vision, il amène les gens quelque part, il leur donne envie, etc. Et donc ça passe par effectivement beaucoup de demandes. Et ces demandes, eh bien, il faut qu'il se les applique à lui-même. Voilà donc les deux caractéristiques qui vont nous amener à construire notre instrument. Alors, les méta-analyses. Alors, méta-analyse, c'est un terme un peu pompeux que nous utilisons. Ce sont des instruments de recherche très intéressants. Ce sont des analyses qui, au lieu de se centrer sur une seule étude comportant, je ne sais pas moi, 350 ou 1000 employés dans une entreprise, on va reprendre une cinquantaine d'articles ou une centaine, parfois 200 articles portant sur le même sujet.
On va demander aux chercheurs de donner les bases de données statistiques, et on va faire une agrégation de l'ensemble de ces bases de données, ce qui donne une méta-analyse, et ce qui permet d'avoir exactement la situation actuelle la plus précise sur le phénomène que l'on étudie. Et en même temps, avec autre chose qu'une simple petite étude de 200 ou 300 participants. On a parfois les méta-analyses qui comportent environ 30 000, 40 000, 50 000 participants et qui donnent vraiment l'état de l'art. Autrement dit, quel est l'impact actuellement cumulé sur 50 000 répondants dans plusieurs pays concernant l'impact de la justice distributive, procédurale, relationnelle et exemplarité comprise. Cet impact est très puissant sur la confiance, la satisfaction au travail, l'engagement organisationnel, bien sûr, la performance, l'absentéisme, les comportements contre-productifs et l'estime de soi. Les comportements contre-productifs, voilà une chose que nous ignorons parfaitement, nous autres, en France, un peu moins dans d'autres pays. Quand je dis ignorons, c'est au sens quantitatif du terme, évidemment, on le connaît, évidemment, je sais bien qu'on le connaît. Ben, c'est ce qu'on appelle les représailles organisationnelles, retaliation behavior, comme disent nos collègues américains. Ce sont des comportements où les gens se payent, en quelque sorte, sur la bête. J'utilise un terme affreux, mais ils ont le sentiment d'être très maltraités, et donc ils vont avoir des comportements qui vont être du style négligence, laisser à l'abandon leur bureau, laisser traîner des trucs un peu partout, ramener chez eux un maximum de choses qui peuvent être utilisées, du vol, etc. Donc c'est chiffré, ça coûte extrêmement cher à l'entreprise, extrêmement cher. Et les Américains adorent faire de la quantification de ces choses-là. Nous autres, on n'ose pas faire ça. Ils ont quantifié de la manière la plus fine tous les comportements contre-productifs et de représailles organisationnelles possibles et imaginables. Extraordinaire, et ça fait rêver, parce que c'est une gabegie épouvantable. Épouvantable. Alors, 400 millions d'US, c'était en 99, hein, fistful of dollars, c'est quelque chose d'énorme. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire un peu l'ampleur du phénomène, uniquement pour un management inadéquat. Vous voyez, vous connaissez l'origine du mot sabotage? Le mot sabotage? Non, ça vous dit rien? Sabot. Vous savez, ça date de la révolution industrielle en France, n'est-ce pas? L'exode rural, c'était les paysans qui étaient à la chaîne. Les paysans étaient à la chaîne, les premiers, ils avaient les sabots. Des sabots, les paysans. Et quand ils avaient le sentiment que le boulot était trop dur et qu'on leur avait supprimé une pause à laquelle ils pensaient avoir droit, ils prenaient leurs sabots et ils coinçaient la chaîne, ce qui fait que le temps qu'ils la remettent en place, ils prenaient une pause. Ça illustre parfaitement, si vous voulez, le mécanisme psychologique de récupération par des salariés qui se sentent injustement traités, finalement, d'un petit peu de repos ou de quelque chose qu'ils pensent, encore une fois, qu'ils perçoivent comme un dû. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, je vais vous donner un exemple parlant, si vous voulez, qui est très classique. Pourquoi? Parce que, bon, moi je travaille beaucoup en psychologie empirique et surtout quantitative, expérimentale en particulier, mais très quantitative. Et là, cette recherche que je vais vous montrer est très connue dans la littérature internationale. Elle n'est pas toute neuve, mais elle est exemplaire. C'est le cas de le dire. Elle a été menée par Gerald Greenberg, qui était professeur, qui est toujours d'ailleurs, professeur à l'université de Chicago, et qui était très sollicité régulièrement comme conseil auprès de grandes industries, etc. Alors donc il y a un grand capitaine d'industrie, un jour qui le contacte dans son laboratoire, qui lui dit « Mon cher Gerald, on a un problème, on a un carnet de commandes en berne et il nous manque beaucoup d'argent, on n'a vraiment pas de clients en ce moment et on est bien obligé, malheureusement, de baisser de 15% le salaire de tous nos employés sur 3 sites, c'est-à-dire 3 usines disséminées sur le territoire national. Mon cher Gérald, j'aimerais beaucoup que vous nous aidiez pour trouver une solution, au moins pour voir à l'avenir comment on peut s'organiser, comment on peut faire les choses, etc. Gerald Greenberg dit « Ok, bon, très bien, je vois ce que je peux faire. » Alors, il va commencer à négocier avec cet industriel et il va obtenir qu'il ne baisse pas les salaires de 15% sur un site, sur les 3. Ça a été une grosse discussion
qui a été très tendu. Il a réussi à obtenir ça. Vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui ont un peu l'esprit expérimental. Il va faire quelque chose qui se fait assez rarement dans ma discipline et qui est ce qu'on appelle une expérimentation in situ, c'est-à-dire en situation naturelle, et sur un paquet assez considérable d'employés. Vous allez voir comment il goupille son affaire. Dans la première usine, il fait venir le grand patron et il lui dit, il le briefe au départ, il lui dit « tu vas faire une présentation comme ceci, comme cela ». Mais il en était convaincu, le patron. Ce n'est pas pour rien qu'il a appelé Greenberg, un des spécialistes de la justice organisationnelle, donc il était quand même convaincu que c'était important, le rôle qu'on l'amenait à jouer. Et il va faire une présentation devant une assemblée générale des ouvriers à l'usine, en fin de semaine, et sans donner de limite de temps. Et il va commencer par s'excuser. Il va s'excuser, tout simplement. Il va dire qu'il est désolé, que de toute façon, c'est vrai que c'est la conjoncture, mais que ce serait inutile de se cacher derrière des problèmes économiques, que certainement il y a une part de responsabilité, d'absence de prévision ou d'absence de stratégie à long terme, dont il assume la responsabilité. Il s'est bien excusé. Et ensuite, il a donné un plan détaillé de comment les choses vont se passer, pour quelles raisons elles se passent comme ceci, etc., etc. Et enfin, il donne la parole à tous les ouvriers qui étaient là, le temps qu'ils voulaient, le nombre de questions qu'ils voulaient poser, n'importe, sans contrainte horaire. Voilà. Dans la deuxième usine, c'est le directeur adjoint seulement qui se déplace. Le directeur adjoint, il arrive rapidement, il explique vite fait de quoi il retourne, et il ne donne pas d'excuses, naturellement, et il dit aux gens, bon, s'il y a 2-3 personnes qui veulent bien poser des questions, et une fois que 2 personnes ont posé des questions, il dit, écoutez, je suis désolé, mais là, j'ai mon jet privé qui m'attend pour Chicago, j'ai une réunion très importante, etc., je m'en vais. Bon. Et dans la troisième usine, pas de baisse de salaire. Rien. Alors, je précise, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que dans la troisième usine, c'est la troisième usine qui va servir de groupe contrôle, puisque rien n'a changé dans cette usine-là. Ils ont gardé exactement leur salaire dans leur intégralité. Alors que dans les 2 premières usines, on leur a baissé leur salaire de 15%. Il n'y a eu qu'une seule petite différence, c'est le discours du patron, dans un cas, avec ses excuses, et avec aussi une explication, et avec également un autre paramètre important. Ce paramètre, c'est donner aux gens la parole, c'est-à-dire leur donner la possibilité d'exprimer leur point de vue. Et en fait, ces 3 facteurs sont des facteurs typiques, si vous voulez, qu'on manipule beaucoup quand on fait de la recherche sur la justice organisationnelle. Le facteur qui consiste à donner aux gens la possibilité d'exprimer leur point de vue sur une décision, ça s'appelle l'effet voix, le voice effect, et c'est un effet très important chez les employés. C'est-à-dire que quand les employés sont interrogés sur une décision qu'on est en train de prendre, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite faire ce qu'ils ont dit, hein, ce qu'ils demandent, mais simplement les concerter, on va dire. Hein. Alors nous, on appellera ça la participation, bon. Mais leur demander leur avis, on a bien examiné à fond de quoi relevait ce phénomène. C'est un phénomène qui donne aux gens un sentiment de contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on n'est pas considérés comme des pions, on nous demande notre point de vue, et ça veut dire aussi qu'on nous respecte. Et que, bon, ça a un effet sur la favorabilité, ce qu'on appelle la favorabilité, c'est-à-dire le degré d'acceptation de la décision. Et cet effet est robuste, comme on dit, c'est-à-dire qu'on le retrouve indifféremment dans plein de situations, plein de contextes, etc. Alors, les résultats... Alors, attendez, d'abord, les mesures pour tester ça, vous allez voir, c'est vraiment une entreprise absolument ahurissante, on n'oserait plus faire des choses pareilles aujourd'hui. Il fait recruter dans ces 3 usines des étudiants avancés, c'est-à-dire des thésards pour la plupart, qui, comme pour aider à la chaîne, enfin pour donner un coup de main, et qui sont recrutés donc comme ouvriers. En réalité, ils ont comme mission d'observer de manière systématique, ils ont des checklists avec une liste exhaustive de l'ensemble des comportements contre-productifs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment dégradation volontaire, violence, etc., vol, et donc ils notent absolument tout. À l'insu de tout le monde, ils sont très discrets, etc., ils font ça très bien. Impeccable. Sur les 3 usines. Résultat, les comportements de représailles et de sabotage significativement sont plus élevés dans l'usine 2 que dans l'usine 1, et on ne trouve pas de différence significative entre l'usine 1 et l'usine 3. Eh bien, ça ne vous étonne pas. Parce que là, si vous voulez, ça a été une bombe à l'époque, mais c'était incompréhensible.
incompréhensible. Comment une petite chose aussi qui coûte rien, c'est même pas... vraiment, le gars, il a été poli, il a donné aux gens simplement un certain nombre de signaux en leur disant « Ah, vous pouvez vous exprimer, je vous donne la parole ». Et ça a un tel effet sur les comportements contre-productifs. Ça, c'était quelque chose d'ahurissant, et à tel point que, bien entendu, beaucoup de chercheurs ont voulu répliquer l'expérience dans toutes sortes de contextes différents, profitant par exemple de restructuration ou tout simplement d'adoption de systèmes différents pour l'évaluation du personnel, etc., toutes les choses qui posent des problèmes au personnel. Et à chaque fois qu'on a manipulé ces trois affaires-là, on obtenait les mêmes résultats. Donc c'est un effet vraiment robuste, là aussi. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même des enjeux derrière tout ça. Alors, l'exemplarité. Alors, pour résumer en quelque sorte ce que je viens de vous dire, là, on a ce qu'on appelle une interaction en stade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux facteurs qui sont en interaction. On a d'un côté la justice distributive, en bas, vous voyez, faible ou élevée. Justice distributive, ça veut dire que quand elle est faible, on est en période de crise comme aujourd'hui. Quand elle est élevée, c'est une situation économique plus favorable. Okay? Et on voit à l'intérieur du plan, le deuxième facteur, c'est à la fois la justice et l'exemplarité mis ensemble. Et on voit que finalement, quand on est en période d'abondance, on va dire, où il n'y a pas trop de crise, où le problème n'est pas trop tendu, on ne voit pas de grosse différence entre la justice et l'exemplarité élevée ou faible. Vous voyez? Pas grand-chose, hein, c'est rien. Ce n'est pas significatif. En revanche, quand on regarde en période de crise, c'est-à-dire aujourd'hui, toute la différence est là. Et c'est très exactement le cas de l'usine de Greenberg, des usines de Greenberg dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir que lorsque la crise économique est là, et que vous avez peu de justice, oui, peu d'exemplarité, vous avez des comportements extrêmement défavorables à l'égard de l'entreprise, alors que quand la justice procédurale, ainsi que l'exemplarité sont élevés, vous avez des comportements qui sont quasiment aussi favorables que lorsque vous êtes en période de non-crise, c'est-à-dire une période économique favorable. Ce qui est quand même donc la différence, en période de crise comme aujourd'hui, elle se situe bien au niveau de ces formes de comportement organisationnel que doivent adopter les managers s'ils veulent que les efforts qu'on leur demande, qui sont typiques des efforts qu'on demande en période de crise, ne génèrent pas de réactions violentes et contre-productives. Alors ça, c'est le résultat d'une grosse méta-analyse aussi, donc je peux vous dire qu'elle est solide. Alors, pour rentrer un peu plus dans la mécanique, on va dire, de l'exemplarité, telle que nous l'avons redéfinie, on part du principe que, comme il y a de plus en plus d'efforts qui sont exigés auprès des employés, ça amène ces mêmes employés à focaliser leur attention sur leur propre chef. On parlait de confiance, et là c'est vraiment l'occasion d'en parler, parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie sociale un phénomène qui est on va dire, c'est un phénomène extrêmement puissant quand vous êtes face à une autorité managériale ou voire politique ou face à un policier, etc. Ça s'appelle le dilemme social fondamental. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Quand vous êtes dans une organisation, mais c'est valable aussi à l'université, hein, vous avez un étudiant par rapport à son patron de thèse, il doit se poser les mêmes questions, c'est vous êtes pris entre deux idées contraires. D'un côté, vous avez besoin de votre patron, votre chef, de votre manager ou de votre prof pour votre carrière, pour réussir, pour assurer ce que vous voulez réaliser dans votre vie, vous avez besoin de lui, et en même temps, vous avez peur que ce gars-là profite de son pouvoir pour vous exploiter. Ça, c'est absolument, c'est général, c'est très courant. Et comme vous n'avez pas d'éléments objectifs qui vous permettent de penser que cette personne que vous avez en face de vous, qui est votre prof ou qui est votre manager, est digne de confiance,
ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce qu'on appelle en psychologie des heuristiques de jugement, c'est-à-dire, c'est encore un mot barbare, mais vous allez vous focaliser sur des détails de comportement, vous voyez? Comme vous ne pouvez pas vous faire un jugement objectif, je ne sais pas, est-ce que ce gars-là, il est vraiment, je peux lui faire confiance, est-ce que cette femme, elle est... Donc vous allez voir comment il se comporte. Et vous allez être un très fin observateur de ces comportements, de ces micro-comportements, à partir desquels vous allez inférer que vous pouvez lui faire confiance. Et donc, qu'est-ce que vous allez regarder? Ben, la première chose que vous regardez, ben, c'est l'exemplarité. Hein. Ah, il me demande ceci, il me demande cela, il me demande d'être ponctuel aux réunions, il arrive en retard régulièrement, une demi-heure après, etc. Il me demande d'être bon, réactif, etc. Quand je lui pose une question par Internet, il me répond 3 semaines plus tard, etc., etc. Vous voyez, et tout est lié. Et donc, c'est sur ces indices comportementaux bien précis que va se construire effectivement la confiance. Donc on est là sur quelque chose d'assez solide, parce qu'on l'a quand même beaucoup étudié, et on s'aperçoit qu'effectivement c'est très important cette dimension. Si on prend politiquement l'affaire Cahuzac, on voit bien que qu'est-ce qui a frappé dans l'opinion? C'est pas parce que Cahuzac est ministre spécialement, c'est parce qu'il était chargé de réprimer précisément les fraudeurs. Et que donc, il devait, de ce point de vue-là, comme il avait ces exigences-là, être particulièrement exemplaire. Et nous avons de bonnes raisons de penser que, justement, ces affaires politiques à un très haut niveau, c'est-à-dire à un niveau macro, se cumulent énormément avec ce que l'on vit au quotidien avec l'autorité locale. L'autorité locale, au fond, finalement, elle hérite en quelque sorte d'un fragment du pouvoir public tel qu'il se montre, exemplaire ou pas. Donc il y a toute une chaîne. Mais ça, c'est encore une autre affaire et d'autres recherches à mener. Mais enfin, disons que c'est ce que nous pensons. Donc, pour résumer, notre approche de l'exemplarité, elle tient compte des règles de l'échange social. Autrement dit, un échange, c'est quoi? Ben, c'est je te demande quelque chose ou j'attends de toi quelque chose et en échange, je m'engage à faire quelque chose aussi pour toi. Hein. Donc, c'est une belle théorie très ancienne et qu'on connaît bien. Donc, elle est fondée, ce nouveau concept est fondé là-dessus. Et cette idée de l'échange social dit aussi que lorsqu'il y a un équilibre entre les deux parties, et en particulier lorsque la personne qui attend quelque chose montre qu'il est capable aussi de remplir sa part à lui, quand il montre qu'il est capable de remplir sa part qui lui revient, ça a comme une espèce d'effet de diffusion de responsabilité, c'est-à-dire ça va pousser l'autre finalement à en faire de même. C'est-à-dire qu'on est pris dans cet échange-là. Ça a donc un aspect, si vous voulez, d'entraînement, dynamique. Et donc, ça crée ce que moi j'appelle une obligation diffuse de réciprocité, d'un point de vue normatif. Alors, voici la fameuse échelle telle que nous l'avons validée dans notre article. Donc, c'est un travail de bénédictin. Hein. Valider un outil, je vous le dis au passage, c'est un outil qui, je l'espère, aura un bel avenir au niveau managérial. Pourquoi? Parce qu'il a pas mal de qualités qui permettent de l'utiliser très simplement. Donc j'espère qu'effectivement il sera utilisé dans des contextes qui seront évidemment déontologiques et pas n'importe comment, mais je pense qu'il est d'une grande pertinence par rapport à tout ce qui est mis en place en termes d'évaluation aujourd'hui. Alors quand on regarde un petit peu les items, on comprend aisément qu'il mesure des aspects des relations interpersonnelles entre managers et employés qui sont assez simples. Comme par exemple, il est aussi performant qu'il vous demande de l'aide, c'est très général, mais enfin c'est quand même facile à comprendre. Il est aussi courtois et respectueux qu'il vous demande de l'être. Il est ponctuel, aussi ponctuel qu'il vous demande de l'être. Lorsqu'il y a beaucoup de travail, il est le premier à s'investir. Quand il y a de mauvais résultats, il sait assumer sa part de responsabilité. Il est aussi disponible pour donner un conseil ou des informations qu'il vous demande de l'être. Il se montre aussi soucieux de la qualité de vos conditions de travail qu'il vous demande de l'être, etc. Donc vous voyez, on est dans une espèce d'inventaire de comportements qui touche à deux sphères, la sphère relationnelle et la sphère liée à la tâche. Donc on couvre un peu un ensemble de comportements qui sont typiques finalement des relations entre manager et managé.
Alors, les développements qu'on peut faire avec cet outil, c'est d'abord, bon, comme on voit, c'est facile, c'est les indices comportementaux sur lesquels on se fonde sont faciles à observer. Le niveau conceptuel, le niveau de langue est adapté, si vous voulez, c'est pas très compliqué, hein, tout le monde peut comprendre. Et enfin, ça va vite, il y a 9 items, donc là aussi, on a un outil qui est tout à fait performant et qui permet d'être inséré dans un dispositif évaluatif plus complexe, plus large, tout en apportant des informations très précises, permettant justement de développer des axes d'amélioration avec l'équipe d'encadrement, au vu des résultats. Donc, par exemple, ça peut s'insérer dans un dispositif en 360 degrés d'évaluation, pourquoi pas. Ça peut, l'avantage, c'est l'investigation directe avec des critères, bon, qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, très simples et qui captent, qui mesurent des comportements vraiment très classiques et très généraux. Il n'y a pas de, je ne connais pas d'organisation qui pourrait échapper à ce type de mesure, hein, il n'y a pas de spécificité. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle mesure vraiment la qualité de la relation dyadique, finalement, entre le manager et son employé, ce qui est quand même tout à fait essentiel, puisque, comme je vous le disais, c'est parce que ce niveau-là est le plus impactant sur tous les autres comportements successifs qu'il faut à tout prix le mesurer correctement, hein, de manière satisfaisante. Donc, voilà, c'est à peu près... l'ensemble des choses que je voulais vous dire. Alors, toujours si, dans une perspective de développement, on peut envisager... Alors ça reste effectivement des questions que l'on va développer par la suite, mais on peut envisager un programme de formation au management, ou en tout cas d'amélioration des compétences managériales, dans lequel effectivement cette grille pourrait être la base à partir de laquelle on pourrait travailler sur des comportements qui seraient beaucoup plus, qui amélioreraient en quelque sorte la qualité des relations entre le manager et son équipe. Donc rien qu'en se fondant sur, au fond, ce qu'on attend d'un manager exemplaire, à partir de cette grille, on peut déjà envisager des formations spécifiques qui pourraient déboucher sur le développement de tels comportements pour pouvoir améliorer encore une fois la qualité et le fonctionnement des équipes. Donc ça, c'est une piste effectivement tout à fait intéressante. Donc pas seulement un instrument de mesure, mais aussi un instrument qui pourrait servir de base au développement de formations à l'exemplarité dans différents contextes. Super. Et voilà. Bravo. Merci pour cette démonstration, professeur Finkelstein. Je vous propose d'ouvrir le débat et de répondre aux questions de la salle. Est-ce que vous en avez? Pas du tout. Si, il y en a une. Super. Ok. Alors, au fond, Mélanie, voilà, hop. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est une question, ça serait plutôt une observation. En ce moment, au Brésil, il y a une justice et une exemplarité qui sont très faibles à cause de la corruption des élites et de la classe dominante, et aussi des gens qui sont au poste clé dans l'industrie et ailleurs. Et je remarque que l'économie est faible, bien qu'elle est promoteuse, et je pense qu'avec ces critères, on pourrait aussi analyser ce qui se passe dans la rue aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je pense que... En effet, je pense que c'est une bonne question parce que, au fond, ce qui nous manque, c'est un observatoire. Parce que nous, évidemment, on se méfie énormément de ce qu'on appelle les évidences du moi. Vous savez, moi, je pense que, je connais des gens qui pensent que, tous les gens que je rencontre, ils pensent la même chose. Nous, on se méfie beaucoup de ça, si vous voulez, peut-être à tort, mais c'est excessif chez nous, mais ce qui manque, c'est effectivement une mesure de l'opinion publique par rapport à ce type de concept et par rapport justement à la confiance et comment lier finalement ce que les gens perçoivent des comportements qui sont de déréliction
protection sociale de certains de nos dirigeants, comment ils font des liens avec les entreprises, avec les institutions publiques, avec les relations qu'ils entretiennent avec les différentes instances de pouvoir finalement de la vie sociale, quoi. Ça, ce serait très intéressant à faire, effectivement. On reste très circonscrit au niveau de l'entreprise. Et merci. Et j'aurais une deuxième remarque sur les conséquences en termes de management et de formation dans l'entreprise. Alors on parle beaucoup de l'exemplarité des managers, bien sûr, mais qu'est-ce qui pourrait les aider? Et je pense qu'il y a un critère auquel on devrait former les collaborateurs, c'est la notion d'exigence. Qu'est-ce qu'ils osent exiger et obtenir de leur propre manager? L'exigence est exactement à la base même du développement de notre concept d'exemplarité. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être pas suffisamment, c'est que c'est bien parce qu'il y a des exigences que les employés sont en droit d'obtenir une forme de réciprocité de par justement les lois de l'échange, si vous voulez, l'échange social. Ce qui ne veut pas dire de remettre en cause la hiérarchie, encore une fois, c'est pas l'objet, hein. La hiérarchie existe, évidemment. La question, c'est simplement, on est en droit, naturellement, humainement, puisque nous sommes des êtres sociaux, humains, à attendre, en échange de ce qu'on exige de nous, une réciprocité. Qu'est-ce que vous me montrez qui prouve que, effectivement, ce que vous me demandez là, c'est pas seulement comme si vous traitiez avec une espèce d'individu doté d'un numéro, et j'attends de vous aussi que vous donniez l'exemple, voilà. Je fais une formation avec des militaires, des hauts gradés, hein, il n'y a pas longtemps, et eux ils comprennent ça très bien, et vraiment ils comprennent ça parfaitement. C'est un truc, c'est pour eux, si vous voulez, si l'officier supérieur ne donne pas l'exemple, il n'y a aucune crédibilité, ça va pas du tout. Le premier sur le feu. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions dans la salle? Ne faites pas les timides, merci. Bonjour, est-ce que vous pensez que cette échelle peut s'appliquer dans toutes les cultures? Encore une très bonne question, vous devriez faire de la recherche, parce que là, c'est... Non, mais c'est tout à fait intéressant, parce que ça fait penser à toutes ces grandes recherches qu'on faisait sur le sentiment de contrôle. Vous savez, c'est très important. En psychologie, on dit on a tous besoin de contrôler ce qui nous arrive, etc. C'est important. Et on a montré que les gens qui avaient un contrôle, qui se sentaient, qui contrôlaient des situations, qui avaient ce qu'on appelle un contrôle interne, c'est-à-dire ils étaient capables de mettre en lien ce qu'ils faisaient avec leur capacité. Et donc du coup d'assumer les conséquences de ce qu'ils faisaient, etc. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que finalement c'était typiquement occidental comme façon de voir. C'est-à-dire que dans les pays orientaux, enfin, c'est tout à fait autre chose. C'est le groupe qui décide, ça passe, c'est différent. C'est une conception beaucoup plus individualiste qu'on a finalement, l'exercice de contrôle. Et je pense que pour l'exemplarité, ça mériterait effectivement qu'on fasse des études interculturelles là-dessus, très intéressantes. En tout cas, c'est une bonne question. Dans ces recherches, donc là pour l'instant on a construit un modèle, en plus de la validation d'échelle, on a testé avec Alexandra, on a testé un modèle plus complexe dans lequel on prédit la citoyenneté organisationnelle, c'est-à-dire les comportements extra-rôles. Vous savez tout ce que les gens sont capables de faire en dehors de la tâche prescrite. Aider un collègue qui est un peu à la bourre, qui a du mal à terminer son dossier, accepter de prendre un stagiaire alors que on n'est pas payé pour et que ça prend une charge de travail supplémentaire. Tous ces comportements-là, ça s'appelle des comportements extra-rôles, des comportements discrétionnaires qu'on appelle citoyenneté organisationnelle. Or, nous, on a pu prédire avec l'exemplarité la citoyenneté organisationnelle via, donc c'est un modèle complexe, la justice procédurale et l'engagement. Donc on sait que maintenant, on a ce modèle-là, il est valide, et ça veut dire que finalement, mais ce n'est pas des traits de personnalité, c'est difficile de répondre à votre question, mais là, ça sera un peu un prochain volet de recherche. On va regarder si effectivement il y a des traits de personnalité qui sont plus favorables pour appliquer ce type de comportement que d'autres. Pour l'instant, on sait que tel type de comportement peut aboutir à la citoyenneté organisationnelle parce que ça va activer en premier lieu une perception de justice. Si vous avez un manager qui est exemplaire, vous allez immédiatement avoir une perception générale de l'organisation comme étant plus juste.
ça va déboucher sur un sentiment d'engagement affectif. C'est-à-dire que vraiment, vous avez le sentiment de rester dans cette boîte parce qu'elle a des valeurs qui vous correspondent. Et enfin, ça va déboucher sur de la citoyenneté organisationnelle. Ce qui est quand même intéressant comme process. C'est pas mal. On est content d'avoir trouvé ça. Ah, allez-y. D'abord, je vous remercie, docteur, pour ce partage et pour votre façon de congruence de la présenter. Merci. Ma question, elle est d'ordre empirique, de savoir votre population cible, elle est de combien? Et en deuxième, je partage avec vous une expérience qui confirme l'étude sur les 3 usines, que dans mon pays, en Algérie, dans un projet de privatisation d'une entreprise étrangère qui a racheté une usine, l'objectif stratégique, c'était de compresser à 70%, donc réduire la masse salariale à 90%. Le prétexte, c'est l'équipementier est moderne et l'usine, elle va passer à un automatisme Siemens 7, comme ils disent, donc pas besoin de la main-d'œuvre. Alors, la question qui se posait, comment faire pour réduire ce nombre important de l'effectif? Il y avait 2 options. Donc la première, c'était de passer à la compression et indemniser, la vendre, un travail difficile et lourd en termes de syndicat. Le syndicat était présent au niveau de la structure. La deuxième option, c'est de indemniser et ne pas annoncer. Donc, la décision finale, c'est assemblée générale et informer tout le monde et écouter leurs propositions, la proposition des ouvriers. Résultat, la proposition des ouvriers, elle était prise en considération, on les a écoutés, et le taux d'indemnisation a représenté 10% d'une masse annuelle. Ah oui, très intéressant. Alors là, vraiment, c'est du Gutenberg actualisé. Alors vraiment, quoi? Il y avait une première question sur l'échantillon, me semble-t-il. Ouais. La population cible, elle était de combien? Ah, pardon, la population, excusez-moi, oui. Si ma mémoire est bonne, ça tournait autour de 500 par usine, c'est-à-dire à peu près 1500. Non, aux États-Unis. Non, parce qu'il y avait un problème aussi, parce que bon, c'est un petit détail technique, mais si vous voulez, ce qu'on appelle la mortalité expérimentale, c'est quand vous manipulez, mais même in situ comme là, un facteur comme dans un cas c'est le PDG qui vient, dans l'autre cas c'est il peut y avoir de la communication qui passe, surtout quand il y a une usine qui est maintenue à son salaire initial, alors que les autres ne le sont pas. Or là, c'était des usines qui étaient très éloignées sur le territoire national, si ma mémoire est bonne. Donc il ne pouvait pas y avoir de ce qu'on appelle de mortalité, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Vous savez, c'est des usines où ils travaillent en autarcie, ils ont les logements pour les ouvriers, ils sont autour, etc. Donc ils ne communiquaient pas entre eux. Il y a une dernière, ouais, une question, allez-y. Moi, j'aurais souhaité savoir, par rapport aux évolutions du digital, du management à distance, comment toute cette notion, finalement, d'affect, d'attachement, pouvait ce lien, finalement, qui lie avec l'exemplarité, avec la confiance, comment les managers à distance peuvent établir ce type de relation affective. Voilà, je m'interroge là-dessus. Oui, non, mais c'est sûr que évidemment ça passe par des canaux différents, c'est clair. Alors bien sûr, il faut croire qu'au fond l'affect n'existe que dans la relation de coprésence et peut-être une vision un peu réductrice, si vous voulez, de l'affect. Hein. C'est-à-dire que les grands amours sont ceux qui souvent restent à un niveau épistolaire, où il y a des beaux exemples de correspondance amoureuse uniquement qui sont restés aux lettres d'amour. Hein. Donc, bon, pour répondre à votre question, c'est si vous voulez, je crois qu'il y a eu quelques études qui ont été menées là-dessus. Je pense qu'il faut bien voir, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer de la littérature là-dessus, mais il faut bien voir que dans la justice, les perceptions de justice et d'exemplarité également, c'est pareil, il y a plusieurs composantes. Et certaines de ces composantes peuvent être adaptées en fonction des contextes, si vous voulez. On parle par exemple de critères de justice, on en parle comme des critères structuraux. Ça veut dire que, au fond,
fond, il suffirait que l'un ou deux de ces critères soient présents dans une situation pour que les perceptions de justice s'activent dans l'esprit des gens. Donc, il suffirait de jouer sur certains critères, notamment si vous êtes dans l'enseignement juste. Ça va déboucher sur un sentiment d'engagement affectif, c'est-à-dire que vraiment, vous avez le sentiment de rester dans cette boîte parce qu'elle a des valeurs qui vous correspondent. Et enfin, ça va déboucher sur de la citoyenneté organisationnelle. Ce qui est quand même intéressant comme process. C'est pas mal. On est content d'avoir trouvé ça. Ah, allez-y. D'abord, je vous remercie, docteur, pour ce partage et pour votre façon de congruence de la présenter. Merci. Ma question, elle est d'ordre empirique, de savoir votre population cible, elle est de combien? Et en deuxième, je partage avec vous une expérience qui confirme l'étude sur les 3 usines, que dans mon pays, en Algérie, dans un projet de privatisation d'une entreprise étrangère qui a racheté une usine, l'objectif stratégique, c'était de compresser à 70%, donc réduire la masse salariale à 90%. Le prétexte, c'est l'équipementier est moderne et l'usine, elle va passer à un automatisme Siemens 7, comme ils disent, donc pas besoin de la main-d'œuvre. Alors, la question qui se posait, comment faire pour réduire ce nombre important de l'effectif? Il y avait 2 options. Donc la première, c'était de passer à la compression et indemniser, la vendre, un travail difficile et lourd en termes de syndicat. Le syndicat était présent au niveau de la structure. La deuxième option, c'est de indemniser et ne pas annoncer. Donc, la décision finale, c'est assemblée générale et informer tout le monde et écouter leurs propositions, la proposition des ouvriers. Résultat, la proposition des ouvriers, elle était prise en considération, on les a écoutés, et le taux d'indemnisation a représenté 10% d'une masse annuelle. Ah oui, très intéressant. Alors là, vraiment, c'est du Gutenberg actualisé. Alors vraiment, quoi? Il y avait une première question sur l'échantillon, me semble-t-il. Ouais. La population cible, elle était de combien? Ah, pardon, la population, excusez-moi, oui. Si ma mémoire est bonne, ça tournait autour de 500 par usine, c'est-à-dire à peu près 1500. Non, aux États-Unis. Non, parce qu'il y avait un problème aussi, parce que bon, c'est un petit détail technique, mais si vous voulez, ce qu'on appelle la mortalité expérimentale, c'est quand vous manipulez, mais même in situ comme là, un facteur comme dans un cas c'est le PDG qui vient, dans l'autre cas c'est il peut y avoir de la communication qui passe, surtout quand il y a une usine qui est maintenue à son salaire initial, alors que les autres ne le sont pas. Or là, c'était des usines qui étaient très éloignées sur le territoire national, si ma mémoire est bonne. Donc il ne pouvait pas y avoir de ce qu'on appelle de mortalité, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Vous savez, c'est des usines où ils travaillent en autarcie, ils ont les logements pour les ouvriers, ils ont autour, etc. Donc ils ne communiquaient pas entre eux. Il y a une dernière, une question, allez-y. Moi, j'aurais souhaité savoir, par rapport aux évolutions du digital, du management à distance, comment toute cette notion, finalement, d'affect, d'attachement, pouvait ce lien, finalement, qui lie avec l'exemplarité, avec la confiance, comment les managers à distance peuvent établir ce type de relation affective. Voilà, je m'interroge là-dessus. Oui, c'est sûr que évidemment ça passe par des canaux différents, c'est clair. Alors bien sûr, il faut croire qu'au fond l'affect n'existe que dans la relation de coprésence et peut-être une vision un peu réductrice, si vous voulez, de l'affect. Hein. C'est-à-dire que les grands amours sont ceux qui souvent restent à un niveau épistolaire, où il y a des beaux exemples de correspondance amoureuse uniquement qui sont restés aux lettres d'amour. Hein. Donc, bon, pour répondre à votre question, c'est si vous voulez,
voulez, je crois qu'il y a eu quelques études qui ont été menées là-dessus. Je pense qu'il faut bien voir, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer de la littérature là-dessus, mais il faut bien voir que dans la justice, les perceptions de justice et d'exemplarité également, c'est pareil, il y a plusieurs composantes. Et certaines de ces composantes peuvent être adaptées en fonction des contextes. On parle par exemple de critères de justice, on en parle comme des critères structuraux. Ça veut dire que, au fond, il suffirait que l'un ou deux de ces critères soient présents dans une situation pour que les perceptions de justice s'activent dans l'esprit des gens. Donc, il suffirait de jouer sur certains critères, notamment si vous êtes dans l'enseignement à distance ou des choses comme ça, la manière que vous avez de procéder à cet enseignement, en appliquant un certain nombre de critères comme la mise à disposition de l'information, comme la réactivité justement, dans l'exemplarité, la mise à disposition de l'information, le traitement respectueux que vous pouvez utiliser quand vous vous adressez aux gens par voie Internet aussi. Tout ça, ce sont des éléments qui vont constituer finalement une impression de justice chez les autres aussi. C'est pas seulement les interactions physiques. Hein, il faut regarder qu'est-ce qui est le plus judicieux, qu'est-ce qui s'adapte le mieux finalement à la situation. Est-ce qu'il y a encore d'autres commentaires, d'autres questions, ou est-ce qu'on clôt ce débat pour lequel c'est impossible de le clore, j'imagine. Bon, bah écoutez, merci infiniment, professeur.